des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Alors, nous recevons l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Alors, je vais dire bonjour maître au pluriel, j'imagine. Vous allez avoir 10 minutes d'exposé. Je vais demander de vous présenter. Ensuite, nous allons procéder à la période d'échange avec les parlementaires. Alors, le temps commence maintenant. Stéphanie Valois et je présente Maître Laurence Trempe. Nous sommes les deux coprésidentes de l'association. En tant que principale association de juristes spécialisés en droit de l'immigration au Québec, l'Acadie se dresse fièrement au carrefour des enjeux migratoires. Nos membres de toute orientation politique sont présents dans toute la province et au-delà des frontières. Ils sont engagés quotidiennement auprès des nouveaux arrivants, des entreprises et des diverses entités. Le droit de l'immigration est devenu un labyrinthe, riche en programmes variés et en compétences croisées entre le fédéral et le provincial. En portant notre chapeau de juriste, nous sommes plongés au cœur de cette complexité, toujours en première ligne face aux défis rencontrés par les immigrants et aux enjeux légaux qui les entourent. Nous voulons être clairs, pour l'Acadie, l'immigration transcende la simple notion d'utilité. Elle incarne un projet de société profondément ancré dans nos valeurs et notre structure légale. Le Québec opère donc dans un cadre législatif particulier, celui de l'accord Canada-Québec, qui vise à maintenir le poids démographique du Québec au sein du Canada et à reconnaître son caractère distinct en permettant au Québec un pouvoir de sélectionner certaines catégories d'immigrants. Il est donc important et primordial de distinguer entre les catégories d'immigrants pouvant être sélectionnés par le Québec et celles accueillies par le Québec. Autrement dit, le Québec n'a pas le contrôle et n'a pas le pouvoir de contrôler le nombre d'admissions dans tous les programmes. Ainsi, le Québec peut décider des seuils pour la catégorie des programmes d'immigration dans lesquels il sélectionne les candidats. Il s'agit de l'immigration économique dont discutera Maître Trempe. Quant aux autres programmes relevant des droits humains fondamentaux, dans lesquels les candidats sont sélectionnés par le fédéral, conformément à l'accord Canada-Québec, le Québec doit, au minimum, respecter son poids démographique. Il s'agit ici des programmes des réfugiés, réunification familiale et humanitaire. Le Québec ne contrôle pas le nombre de demandes qui seront déposées. L'Acadie soumet que des cibles, telles que proposées par le Québec, sont appliquées comme des quotas, alors qu'elles doivent être considérées comme des objectifs flexibles qui doivent s'adapter à la réalité sur le terrain. L'accord Canada-Québec prévoit non pas des quotas, mais des seuils minimaux que le Québec s'engage à sélectionner, et ce seulement dans les catégories économiques. Il est donc impossible de parler de cibles ou de quotas dans les catégories relevant de droits humains fondamentaux, soit les réfugiés, les cas humanitaires et réunification familiale. Nous proposons donc de les retirer du calcul des cibles, mais évidemment de les prendre en compte pour une planification ordonnée de l'immigration. Les seuils d'admission prévus par le Québec sont nettement insuffisants dans les catégories relevant des droits humains fondamentaux, créant ainsi des arriérés et des délais inacceptables. L'impact actuel d'avoir des quotas au lieu des seuils dans des catégories relevant de droits humains fondamentaux est concret sur le terrain. Par exemple, pensons aux Québécois et Québécoises qui parrainent leurs conjoints ou leurs enfants ou adoptent des enfants à l'étranger. À cause de l'application actuelle des cibles comme quotas maximaux, les familles québécoises restent séparées de leurs proches 2 fois plus longtemps que les familles canadiennes hors Québec. Revenons à l'esprit de l'accord qui fixe des seuils minimaux et continuons de traiter les demandes équitablement pour les demandeurs au Québec, même une fois la cible atteinte. Finalement, pour les demandes humanitaires, une cible de 450 personnes par année ne peut prendre en considération les programmes spéciaux, tels que les travailleurs de la santé en cas de COVID et l'accueil des personnes déplacées de l'Ukraine. Les admissions de l'ordre de 1500 en 2021-2022 dans ces programmes démontrent la nécessité de souplesse et l'impossibilité de prévoir des quotas fixes dans ces catégories. Conséquemment, nous vous demandons de ne discuter de cibles que dans les catégories économiques et de se maintenir à des prévisions pour les catégories relevant des droits humains fondamentaux afin d'accueillir tout nouvel arrivant au Québec avec respect et dignité, et ce, dans des délais raisonnables. Ma consoeur a mis le couvert législatif pour recadrer le débat sur les cibles et les seuils. Je vais développer sur les programmes sur lesquels le Québec a un réel pouvoir de sélection, qui sont les seuls programmes sur lesquels on peut discuter des objectifs et des cibles à se donner. Ce n'est pas à nous de donner le chiffre. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Nous allons nous concentrer sur les cibles d'immigration permanente, car l'immigration temporaire est un sujet très vaste et complexe également, qui mérite sans doute une deuxième conversation, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Je rappelle seulement que tous les arrivants temporaires ne souhaitent pas nécessairement s'établir définitivement. Ainsi, pour une planification équilibrée, on doit pouvoir évaluer le pourcentage des résidents temporaires qui désirent s'ancrer durablement au Québec. Dans cette perspective, envisager une exception des seuils pour les demandeurs temporaires postulant au programme de l'expérience québécoise est crucial. En les sortant des calculs, le gouvernement dispose d'une image plus claire pour sa planification, tout en reconnaissant que ceux déjà sur place, qui maîtrisent le français et désirent rester au Québec de manière permanente, ont un parcours distinct vers la résidence permanente. Dans cette optique, on salue la décision du gouvernement de décider de sortir les demandeurs du PEC étudiant des quotas économiques. Il faut en faire de même pour le PEC travailleur, pour avoir un portrait global de la situation. Ces gens occupent déjà des emplois, les enfants sont scolarisés et paient leur juste part d'impôt jour 1. Le PEC travailleur nous semble le grand oublié. On recommande que les catégories d'emploi y soient toutes intégrées, comme vous le faites avec le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés. D'éliminer l'exigence de la connaissance du français chez le conjoint pour éviter des situations de non-inclusion du conjoint et donc de précarité, qui de toute façon seraient éligibles à la réunification familiale. Nous demandons aussi un retour aux 12 mois d'expérience de travail au lieu de 24 mois et les délais de traitement de 30 jours qui avaient lieu à la création du programme, comme c'était le cas. Ces deux mesures-là vont éviter des multiples renouvellements de permis de travail qui viennent gonfler artificiellement les chiffres des temporaires, les gens devant renouveler leur permis de travail après permis de travail en attendant la résidence permanente en raison des délais de traitement. Tout ça permettrait une meilleure intégration pour les résidents temporaires. Nous saluons le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés qui vient inclure tous les types de professions et de métiers, une reconnaissance que tous les métiers sont importants pour notre société, et la modulation de la connaissance du français en fonction du métier et donc de ce fait de la scolarisation semble également un pas dans la bonne direction. Cependant, nous pensons qu'une vision trop stricte de la maîtrise du français jour 1 n'est pas une mesure inclusive. En fait, nous encourageons le ministère à creuser la piste du volet engagement en francisation dans toutes les catégories de ce nouveau programme, comme le fait avec succès le programme pilote des travailleurs en technologie de l'information et l'intelligence artificielle, dont les quotas de ce volet se remplissent très rapidement. Chaque immigrant qui arrive au Québec avec la volonté de s'intégrer de manière permanente est également prêt à s'investir dans la francisation, car ils comprennent que c'est le sésame pour une intégration réussie. On est sur le terrain, c'est ce qu'on entend tous les jours. L'immigration, l'intégration et la francisation sont des processus qui doivent être planifiés avec patience et bienveillance, non sur 3 années, mais sur des décennies, pour anticiper les enjeux démographiques, d'infrastructures et de langue commune pour l'avenir du Québec. La langue parlée à la maison et la langue maternelle sont personnelles, intimes. Ce ne sont pas les indicateurs sur lesquels doit se reposer l'État. Mais la langue de la place publique, des entreprises et des institutions, c'est le reflet de notre identité collective. Il faut valoriser et promouvoir le français dans un discours inclusif avec les bons indicateurs à l'appui. Avec Francisation Québec et le volet engagement à la francisation, dans des programmes économiques, cela serait la bonne décision. Ceci dit, il va y avoir quelques adaptations qui seront nécessaires avec Francisation Québec, qui est d'ailleurs tout nouveau. Flexibilité, accessibilité, rémunération. Le programme devra offrir davantage de cours à temps partiel, des horaires plus flexibles, davantage de formats en ligne pour répondre aux besoins variés des nouveaux arrivants. Et la rémunération actuelle est déficiente, autant pour le temps plein à 5,85 $ que le temps partiel à 26 $ par jour. Collaboration avec le monde des entreprises et des écoles. Une collaboration étroite avec eux pour développer des programmes de francisation serait bénéfique avec des mesures incitatives de part et d'autre, rémunération pour l'apprentissage, subventions, crédits d'impôt. L'important est que les immigrants qui ne parlent pas le français puissent l'apprendre, car ils savent que c'est clé à leur intégration. Il s'agit d'une forme de contrat social entre le gouvernement qui va créer les outils, les partenaires qui vont aider à leur application et l'immigrant qui doit les utiliser. En terminant, la régionalisation, c'est bien, mais il ne faut pas mettre en compétition le Grand Montréal avec les régions. Chacun a ses avantages. Il faut se tenir loin de toute tentation d'avoir des mesures coercitives ou punitives pour l'établissement ou la rétention des immigrants en région. Les libertés garanties par la Charte de circuler, travailler, vivre s'appliquent à tous les résidents permanents.
Leur choix d'établissement est souvent lié à des facteurs humains tels que la famille, l'accessibilité au transport, aux services. Seules des approches incitatives et de valorisation peuvent et doivent avoir lieu en régionalisation et nous en nommons plusieurs dans notre mémoire. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Alors, on va entamer la période des échanges avec les parlementaires. Je me tourne du côté de la ministre avec la banquette gouvernementale. Vous avez 16 minutes 30 secondes. Le temps commence maintenant. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, merci à Maître Valois, à Maître Trempe, à vous quatre, en fait, pour prendre part à cet exercice démocratique fort important. On le sait, l'immigration est devenue un enjeu de plus en plus central au cours des dernières années. Donc, votre expertise dans le domaine est tout à fait appréciée. Merci donc de prendre part à l'exercice. Et je vous dirais que je partage avec vous la vision que vous avez énoncée, Maître Trempe, à l'effet que l'immigration, ça constitue un projet collectif, un projet de société. Peut-être c'était Maître Valois. Donc, on est tout à fait dans cette orientation-là. Et je pense qu'on a une belle convergence de vues en ce qui a trait à la finalité de l'immigration et à la nécessité d'approcher ces processus dans un angle plus global et large qui soit. Comme je dis souvent, quand je fais des interventions publiques, souvent je termine en disant « l'immigration, c'est l'affaire de tous. Alors, voyons-y. Et prenons le temps de cibler le rôle que tout un chacun pouvons avoir en lien avec l'immigration. » Donc, merci. Vous avez abordé plusieurs thèmes dans votre mémoire. J'aimerais ça commencer par un thème qui nous est cher, celui de la régionalisation. Comme vous savez, c'est une des priorités. En fait, je me suis donné 3 priorités en collaboration avec le premier ministre et la régionalisation de l'immigration est l'une d'entre elles. Faire en sorte non seulement que de plus en plus de gens aillent s'établir en dehors du Grand Montréal, mais également s'y enracinent, que ce ne soit pas qu'un passage de quelques mois ou de quelques années pour ensuite un retour à la région montréalaise. Donc, on veut vraiment que les gens prennent racine dans leur milieu d'accueil. Et notre idéal, en fait, c'est de faire en sorte que la régionalisation de l'immigration survienne dès leur arrivée au Québec et non pas après un passage, encore là, dans la région métropolitaine, on présume. En tout cas, c'est le cas de figure le plus fréquent. Maintenant, on n'a pas la possibilité de l'imposer aux gens. On n'a pas la possibilité de retenir les gens de notre propre chef, bien sûr. Donc là se pose toute la question du dilemme entre comment régionaliser davantage notre immigration tout en respectant les règles de libre circulation des personnes. Alors, j'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus. Jusqu'où peut-on aller, à votre point de vue? Est-ce que nous y sommes déjà avec les mesures que l'on a adoptées ces dernières années dans cette limite, ou vous verriez qu'on puisse encore acquérir une certaine marge de manœuvre additionnelle? Si oui, quelle serait-elle? Via quel levier vous verriez qu'on puisse s'engager là-dedans? C'est un sujet très délicat, en même temps très concret, et qui est une priorité pour notre gouvernement, et j'entends que vous l'endossez. Donc, voilà, c'est la question sur laquelle j'aimerais vous lancer d'entrée de jeu. Si on avait la réponse à la question, on serait ravis de vous la donner. Ceci dit, c'est bon. Quand on parle, par exemple, des résidents temporaires, en fait, et il y a eu assez d'articles dans les journaux, la plupart des permis de travail viennent avec un lieu d'emploi. Donc, si un employeur en région fait venir des travailleurs étrangers temporaires, que ce soit 15 infirmières en Gaspésie, bien, ces infirmières-là vont avoir un permis de travail fermé avec un employeur, un emploi, une région. Donc, probablement, peut-être qu'une clé pour vous serait vraiment d'avoir des meilleurs délais de traitement au niveau des programmes sous lesquels vous avez un contrôle. On pense le programme des travailleurs étrangers temporaires, le traitement simplifié. Une bonne façon, je trouve, d'aider les employeurs en région, d'attirer des temporaires qui vont, en général, ça peut être une histoire d'amour avec le Québec et s'enraciner, postuler après au programme de l'expérience québécoise. Ça serait notamment d'avoir des délais de traitement rapides et peut-être d'envisager que toutes les professions pour les emplois en région soient sous le traitement simplifié. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc,
La petite PME en région, mais c'est vrai aussi pour la petite PME à Montréal, faire le processus complexe du programme des travailleurs étrangers temporaires avec l'affichage, attendre des mois, avoir le dossier retourné. On a déjà au Québec la chance d'avoir le volet simplifié. Ce serait peut-être une façon vraiment d'aider, du moins pour les temporaires et les employeurs en région, pour faciliter les démarches de permis de travail. Après l'enracinement, la vie nous amène ailleurs. J'étais perdue. Des gens, des fois, sont citadins, deviennent des gens de région en vieillissant. Ça peut avoir, une famille peut avoir l'emploi de la conjointe qui se fait offrir une promotion à Montréal. Sur ça, impossible d'avoir un contrôle et c'est correct, c'est un projet humain. Mais on sait en général que l'intégration passe avec une famille bien établie, les infrastructures, les enfants aiment l'école. Donc peut-être, moi, je vois vraiment le volet simplifié, de rajouter tous les emplois en région sur la liste. Ça aiderait, je sais, sur le terrain, énormément les travailleurs et ça bénéficie aussi, et les employeurs, et ça bénéficie de délais de traitement plus rapides pour les avoir. C'est peut-être une piste de solution. Mais merci de partager cette idée. Dans la même veine, sur la régionalisation, vous mentionnez qu'il faut la participation. En fait, je suis aux pages 38-39 de votre mémoire, donc une section qui porte sur la régionalisation. Et vous indiquez qu'il faut, et avec raison, en fait, il faut la participation de tous les acteurs du milieu pour avoir un processus de régionalisation fructueux, réussi. Et donc, je suis dans cette même perspective entièrement. Donc, j'aimerais vous entendre sur des mesures incitatives qu'on pourrait mettre en place pour favoriser justement l'accueil le plus positif qui soit, fructueux, qui soit de la communauté au sein de laquelle vont s'établir les personnes immigrantes. Je le partageais tout à l'heure avec un intervenant précédent. J'ai parfois l'impression qu'on met beaucoup d'accent sur les personnes immigrantes elles-mêmes en termes de préparation, de francisation et tout ça, et qu'on a peut-être tendance à oublier un peu la préparation des communautés d'accueil, particulièrement au sein des entreprises. Là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un angle mort de ce côté-là, c'est à vérifier. Mais donc, quel genre de mesures on pourrait imaginer, mettre de l'avant pour que les communautés d'accueil soient les plus prêtes possibles et ouvertes possibles et conscientes de la nature des défis qui se posent, parce que ce n'est pas que les personnes immigrantes qui ont des défis à relever, mais c'est aussi les communautés qui les accueillent et qui souhaitent qu'elles s'enracinent également. Tu veux y aller? Bien, je peux débuter rapidement. En fait, c'est sûr que dans les communautés d'accueil, il va falloir qu'il y ait des services de francisation pour vraiment aider les nouveaux arrivants à s'intégrer. Puis on sait que l'intégration passe par la connaissance du français et par le travail. Maintenant, tout le reste des infrastructures, les infrastructures vont dépendre selon les différentes régions où les personnes veulent s'établir. Et donc, je pense que chaque région doit vraiment fournir des données pour savoir ce dont elle a besoin pour accueillir des nouvelles personnes dans sa communauté. On a pensé aussi parfois à avoir des crédits d'impôt. On sait que des fois, les Québécois qui vont travailler en région peuvent bénéficier de crédits d'impôt lorsqu'ils s'éloignent des régions principales. Donc, pourquoi ça pourrait ne pas être offert aux nouveaux arrivants également pour les encourager, en fait, à quitter Montréal et à découvrir les régions du Québec? Parce que souvent, on sait que les personnes qui se retrouvent à l'extérieur de Montréal peuvent y trouver vraiment une communauté qui les aide à s'intégrer de façon peut-être plus complète là, de ce qu'elles peuvent vivre en grand centre métropolitain, dépendant de chaque expérience, de chaque famille et de son travail, évidemment. Et les employeurs peuvent avoir un rôle à jouer. Il y a eu l'exemple qui a été cité de LM Wind Power avec Véronique Saint-Laurent, qui est un excellent exemple qui est apparu dans le magazine de l'actualité. Elle a gagné d'ailleurs un prix pour ça et ils ont vraiment fait toutes les démarches. Il y a des très bons employeurs au Québec et qui font les démarches, qui vont en amont, qui font le extra mile, comme on dit. Je m'excuse de l'anglicisme, c'est très particulier, mais vraiment qui vont aller chercher les logements, prévoir le transport, prévoir des activités de socialisation, des rencontres à l'école et tout. Et ça, c'est peut-être un modèle à suivre, effectivement, pour assurer l'accueil des temporaires et aussi des résidents permanents. Oui, j'ai eu l'occasion de les rencontrer à LM Wind Power. Donc, un cas d'exemple très intéressant. On voit de plus en plus les entreprises, les entrepreneurs
diversifier leurs actions. On les voit de plus en plus lancées dans justement l'immobilier, faire en sorte de faire de la recherche d'immobilier, de prévoir les places en garderie pour les personnes qu'elles vont accueillir parce que la notion de capacité d'accueil entre en ligne de compte. Et justement, dans quelle mesure est-ce que cette notion de capacité d'accueil doit entrer dans la donne de votre avis? Est-ce qu'on doit prendre en considération cette capacité d'accueil avant de définir s'il faille rehausser ou maintenir notre niveau d'immigration? C'est dur de parler de capacité d'accueil parce qu'effectivement, ça n'a pas été encore très clairement défini. Mais je pense que les gens, en général, ce qui ressort, c'est qu'on parle vraiment d'infrastructure. Puis d'ailleurs, c'est bon autant pour les nouveaux arrivants que pour les Québécois. Un accès à un médecin de famille, une place en garderie, un logement également. À l'heure actuelle, le contexte actuel économique fait en sorte que certaines choses sont difficiles. On a aussi une population vieillissante. Donc, il y a plein de défis auxquels on fait face à l'heure actuelle qui s'appliquent pour les Québécois et qui s'appliquent aussi aux nouveaux arrivants. C'est sûr que quand on lit des histoires comme 50 infirmières étaient destinées en Gaspésie et qu'ils ont dû reporter leur arrivée parce qu'ils n'avaient pas prévu les logements, c'est bien dommage parce que ça aurait pu être anticipé bien avant, au tout début, en fait, des démarches d'immigration, et non pas une fois que le visa est approuvé ou le permis de travail est approuvé et que la personne arrive jour 1 en territoire québécois. Il y a peut-être un travail d'éducation à faire à ce niveau-là. La responsabilité, autant pour les écoles, les employeurs, de comprendre que quand on fait venir des centaines de personnes, une dizaine de personnes, selon la région qu'on est, de vraiment comprendre, de voir ces enjeux-là et de pouvoir déjà mettre des mesures en place et d'anticiper les besoins qu'ils vont avoir sur le terrain. Donc, ça serait déjà, comme beaucoup des résidents permanents sont précédemment temporaires, ça serait déjà une piste de solution. Mais pour ce qui est de la capacité d'accueil, on parle vraiment en termes d'infrastructure. Donc, plus ce qu'on voit, c'est que plus il va y avoir des investissements, l'accès, et je pense que c'est plusieurs grands chantiers à l'heure actuelle au Québec, puis ça va finir par éventuellement se résorber. Et il faut planifier ça, comme on mentionnait, des décennies à l'avance. Ça ne peut pas être à coup de 3 ans. Construire des logements, ça prend du temps, avoir les autorisations, prévoir même les écoles en garderie. Stéphanie, tu avais un exemple très intéressant sur les écoles lorsqu'ils font leur planification. Exactement. Dans le fond, toutes les écoles savent à l'avance combien d'étudiants ils vont avoir. Par exemple, à l'université, ils prévoient, ils vont regarder le nombre d'étudiants inscrits au secondaire, vont faire des évaluations pour eux. Et donc, s'ils doivent construire des annexes ou avoir des programmes particuliers, ça se bâtit des années à l'avance. Donc, l'immigration, en fait, c'est vraiment un plan qui doit se penser et se réfléchir des années à l'avance pour pouvoir planifier un accueil qui respecte les droits de chaque personne, à la fois des Québécois qui vivent dans ces régions-là et des nouveaux arrivants aussi. Oui, c'est tout un défi là, qui interpelle des écosystèmes puis qui souvent, en plus, sont ancrés sur le plan régional. Donc, il faut avoir un portrait global qui constitue en fait un cumul de plusieurs réalités régionales. Une des orientations qu'on risque de prendre, c'est de faire en sorte que les personnes qui accéderont au statut de résident permanent seront déjà établies sur le sol québécois, de telle sorte qu'on n'aura pas à solliciter à nouveau une capacité d'accueil parce que les gens seront déjà utilisant soit un appartement ou des services gouvernementaux, de telle sorte qu'on va s'aider à s'aider pour ne pas déborder au niveau de la capacité d'accueil. Madame, 3 minutes 24. 3 minutes, OK. Alors, je vais vous amener dans ce cas-là sur la francisation. Donc, à la page 37, là, vous saluez l'initiative de Francisation Québec, de ce guichet unique. Alors, vous mentionnez, en fait, je voulais simplement souligner qu'il y a des frais et des remboursements pour des frais qui sont offerts. Je pense que vous l'avez mentionné, mais à l'écrit, c'était moins clair. Là, je pense que vous avez rectifié le tir à l'oral. Merci pour ça. Alors, qu'est-ce que vous verriez qui soit à améliorer au niveau de la francisation pour qu'on ait des parcours d'immigration qui soient réussis? Vous le savez, pour nous, c'est une clé.
pour ne pas dire la clé. Puis j'aimais bien votre expression là, quand vous avez dit c'est le sésame. Alors, je pense que c'est une belle façon de décrire notre approche parce que pour nous, c'est le vecteur de réussite de l'intégration centrale. Il y a aussi, bien sûr, les compétences. Mais donc, qu'est-ce que vous verriez qu'on puisse améliorer? Là, on a mis en place Francisation Québec. Là, on tente de répondre à l'ampleur de la demande qui se présente, mais certainement que vous avez des propositions. Oui, et on sait que ça va se développer. Tout nouveau programme se développe. Et là, il va falloir vraiment bonifier au niveau de l'offre, c'est sûr, à temps partiel. Les gens, vous êtes des parlementaires, vous savez, c'est la difficile conciliation travail-famille. Si on a un emploi à temps plein, on étudie à temps plein, aller apprendre le français à temps plein, à 25 ou 30 heures semaine, c'est très difficile pour cette raison-là. Donc, bonifier l'offre à temps partiel avec des horaires décalés et adaptés, ça va vraiment être clé, vu qu'en plus, si les gens sont ici temporairement, ils doivent respecter les conditions de leur permis de travail, travailler à temps plein, conditions du permis d'études, étudier à temps plein. Déjà, ça va être un pas dans la bonne direction. Une accessibilité, aussi une simplification. Ce qu'on a compris, c'est que certaines personnes ont de la misère à s'inscrire, tout simplement parce qu'ils ne sont pas aussi familiers avec les technologies numériques. Donc, évidemment, la possibilité de pouvoir appeler, parler à un agent qui va nous aider en ligne à faire notre inscription. C'est des mesures de facilitation, d'accessibilité, de flexibilité vraiment. Sur le terrain, ce qu'on entend tous les jours, les clients me disent « je veux me franciser, mais je suis tombée malade, j'ai manqué mon examen, puis là, je dois attendre 3 mois avant de reprendre mon module. » Donc, vraiment, pour aider ces professionnels, ces gens qui ont des familles, les étudiants qui sont là à temps plein à apprendre le français. La rémunération également pourrait être bonifiée. On faisait les calculs là, à temps plein, c'est quand même très mince. Pour étudier à temps plein, je pense que ça revient à 5,85 $, donc à peu près 205 $ par semaine. C'est pas énorme si la personne a des responsabilités familiales. On sait, l'inflation, coût de la vie. Et je pense qu'on a mis peut-être le doigt sur quelque chose d'intéressant, sur vraiment utiliser vos partenaires, qui sont les employeurs et les établissements scolaires. Parce que après une journée de travail ou après une journée à l'université, je donne l'exemple, rentrer chez soi, étudier le français pendant 4 heures, les enfants sont à la maison, ils ont des devoirs à faire, c'est pas évident. Ça serait intéressant de voir des francisations à l'heure du lunch, c'est de formules flexibles, vraiment. Le temps de cette portion d'échange étant terminé. Merci, Madame la ministre. Alors, je me tourne maintenant du côté de l'opposition officielle avec le député Denis Ligan pour une période de 9 minutes 54 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, avocate. Toujours un plaisir d'échanger avec vous en commission parlementaire. Je vais aller directement à quelque chose que je n'ai pas vu avec aucun groupe. Et je vais vous citer après, si vous pouvez un peu expliquer pourquoi c'est important de suivre cette recommandation. Vous parlez de l'accord Canada-Québec. On le sait tous. Vous parlez des cibles d'immigration, vous mettez les cibles entre guillemets, et ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est que le vocabulaire utilisé par les autorités québécoises a changé. Et vous nous interpellez en demandant qu'on doit enlever ceux accueillis pour des raisons humanitaires ou le regroupement familial. Donc, l'accord Canada-Québec, c'est le cadre législatif dans lequel on fonctionne au Québec pour la résidence permanente. L'accord Canada-Québec est assez clair. En fait, on parle de cibles, mais pas en sens de quota, plutôt en sens de chiffres qu'on peut obtenir. Et donc, l'accord nous mentionne qu'il y a une distinction à faire entre les personnes qui sont sélectionnées par le Québec et les personnes qui sont sélectionnées par le fédéral. Donc, les catégories qui sont sélectionnées par le Québec sont les catégories économiques et celles dans lesquelles le Québec n'a pas de compétences pour choisir ses immigrants, c'est vraiment les catégories qu'on a mentionnées plus tôt, c'est-à-dire les réfugiés, le regroupement familial et les demandes humanitaires. Dans ces cas-là, en fait, l'article 8 de l'accord Canada-Québec nous dit que le Québec s'engage à accueillir un pourcentage du nombre total de réfugiés et de personnes en situation semblable accueillis par le Canada
au moins égal à son pourcentage de la population canadienne. Donc, le pourcentage que le Québec doit recevoir est déjà établi par l'Accord Canada-Québec. Maintenant, quant au pouvoir de sélection du Québec, il y a également dans l'Accord Canada-Québec un pourcentage qui est établi. Et donc, le Québec s'engage dans l'accord à poursuivre une politique d'immigration qui lui permet de recevoir un pourcentage du total des immigrants reçus au Canada égal au pourcentage de sa population par rapport à la population totale du Canada. Et donc, c'est un calcul qui est déjà établi. On a fait dans notre mémoire le calcul par rapport à 13 du 13, 14? On est à quel pourcentage? Le pourcentage, bien, en fait, quand l'accord a été établi, donc c'est le pourcentage qu'on a pris, c'est 25 C'est pour assurer le poids démographique du Québec. On voit, en fait, que le poids démographique juste, on va aller juste doucement parce que c'est très important. C'est le premier bloc qui ramène d'une manière très décortiquée. Ça se voit la rigueur de votre organisme. Il ne faut pas que tu ris, hein, c'est bon. Je parle de... c'est entre nous, on se parle, désolé par rapport aux collègues de Sainte-Henri-Sainte-Anne. Le pourcentage de 25 en termes de nombre, ça représente quoi? Bien, total? 120 000, donc tu peux répondre. Oui, c'est ça. Par rapport aux cibles fixées par le gouvernement fédéral, on parlerait de 120 000 admissions par année au Québec, pour respecter le texte de l'accord. Oui, 120 000 personnes, catégories... De toutes les catégories d'immigration confondues. Mais maintenant, si on veut faire de la ventilation par rapport à exclure l'humanitaire, réfugiés, regroupement familial. Bien, en fait, si vous regardez aux mémoires, donc on a les chiffres qui ont été préparés ou qui ont été proposés par le gouvernement fédéral. Donc, en 2023, les niveaux d'admission de réfugiés, nous, on a parlé d'une catégorie des droits humains fondamentaux, c'est-à-dire que ça inclut à la fois les cas humanitaires et les réfugiés. On parlait ici de 93 290. Donc, 25 pour le Québec. Dans cette catégorie-là, ce serait 23 257. Donc, aujourd'hui, si on veut respecter... Et le regroupement familial aussi qu'on a séparé. Dans le fond, juste les réfugiés humanitaires, c'est 23 250. Donc, 23 000 catégories réfugiés humanitaires. Regroupement familial, on est à... 21 300. Okay. Donc, ce que vous demandez aujourd'hui, c'est 40 000 personnes à exclure du calcul économique. Exactement. Oui. Bon, c'est là où je veux... et là, aujourd'hui, sur la table, le scénario 50 et à 60 000, vous êtes pour quel scénario? L'Acadie n'a pas pris position sur aucun des scénarios. Dans le fond, nous, on regarde le cadre législatif et... Donc, sur le seuil économique, ça ne vous dérange aucun seuil. On le laisse comme ça, mais sur la catégorie regroupement familial et les réfugiés, vous dites attention, il faut suivre l'accord Québec-Canada. On a déjà le nombre et on parle de 50 000 juste pour respecter l'accord Québec-Canada. En fait, il faut toujours suivre l'accord Canada-Québec. Oui, donc, l'accord Canada-Québec, nous, en fait, il ne peut pas y avoir de cible dans ces catégories puisque le Québec n'a pas, dans le terme de l'accord, la compétence pour limiter quiconque. Mais évidemment, quand on parle des cibles économiques, il faut aussi respecter l'accord Canada. Oui, mais j'essaie juste de suivre la logique parce que c'est très important ce que vous ramenez. Je dois le comprendre pour pouvoir par la suite bien l'utiliser. Si on suit cette logique, on sera dans des seuils de 120 000 par année, avec du permanent. Quand je dis permanent, savoir l'économique, regroupement familial et réfugiés. Ben, vas-y. Le problème, c'est d'essayer de prévoir l'avenir sur des admissions sur lesquelles ni le Québec ni le Canada n'ont de contrôle. Parce que quand on parle de situation de regroupement familial, de demande d'asile ou de cas humanitaires, les volumes, c'est ceux de la vie et du hasard de l'histoire et de l'évolution de la planète. Donc, une fois qu'on observe le nombre de personnes qui ont été admises, là, on peut se donner des objectifs sur des immigrants économiques qu'on sélectionne en plus de cela. Et l'accord Canada-Québec, ce qu'il me dit, c'est que le total doit être au moins égal à notre poids démographique au moment de l'accord. Et on a le droit, comme le droit qu'on a comme Québec, c'est
d'aller 5% au-dessus de ce poids démographique si on souhaite faire un rattrapage. Donc, ce que nous dit l'accord, c'est on peut se fixer des cibles qui nous permettent au minimum de sélectionner pour atteindre notre poids démographique ou d'aller 5% au-delà. Puis, nous, en tant que juristes, c'est par rapport à ce cadre législatif qu'on se positionne. Mais 5%, on est toujours aux alentours de 120 000 à 5% de moins. Oui. Je veux juste comprendre la ventilation que vous avez fait, parce que ce qu'on a sur la table, ce que vous ramenez, c'est presque le double des seuils des deux scénarios qu'on a. En fait, ce qu'on a aussi présenté dans le mémoire, c'est que quand on regarde les volumes, mais on regarde les volumes observés pour les années passées, on ne se prononce pas sur une planification de 3 ans, comment dire, on ne peut pas lire dans l'avenir. Mais quand on regarde les volumes des 2-3 dernières années, ce qu'on regarde pour respecter notre poids démographique, c'est qu'il faudrait qu'on sélectionne environ 60 000 immigrants économiques. Pour le reste, on n'a pas de contrôle sur les volumes. On ne peut pas vous dire que le total va faire 100 000, 120 000, je vais juste répéter, 80 000. Je ne parle pas de l'économique. Oui. Je ne parle pas de l'économique. Vous êtes l'un des rares groupes qui nous dit, qui nous demande formellement d'appliquer l'accord. On doit l'appliquer, on s'entend. Mais d'enlever la catégorie réfugiés et humanitaire du calcul des seuils. On ne parle plus de l'économique. L'économique, c'est 50-60 000. Donc, on parle d'un autre nombre. Mm-hmm. Effectivement. OK. Parce qu'on ne peut pas... Par exemple, si on parle de regroupement familial, combien de Québécois vont déposer une demande de parrainage de leur conjoint l'année prochaine? Non, mais je peux vous le dire, vous êtes des spécialistes du domaine. On est rendu à du 24 mois, le délai. Il y en a pas mal qui attendent. Nous sensibiliser par rapport aux longs délais. Il y a des longs délais par rapport à des conjoints et des conjointes qui attendent encore pour qu'ils arrivent. Mais j'essaie juste de cerner votre demande pour que ce soit bien clair. Je ne parle pas de l'économique. Votre demande parle de l'humanitaire et des réfugiés. Si on peut la quantifier aujourd'hui, c'est de combien? Alors, notre demande, elle n'est pas sur des quantités, elle est sur l'application de l'accord, c'est-à-dire que l'accord dit que le Québec fixe des seuils minimaux, qu'on appelle dans le texte des niveaux. Il n'y a pas de cible dans l'accord. Okay. Puis, ces seuils minimaux, ça veut dire que quand on applique l'accord, on doit continuer de traiter les demandes, même si les cibles qu'on s'est fixées sont déjà atteintes. Puis, pour l'instant, du fait qu'on a des quotas dans l'application de l'accord, une fois que la cible est atteinte, ça crée un arriéré parce qu'on doit attendre le 1er janvier de l'année suivante pour commencer à traiter les dossiers suivants. Et c'est ça qui crée le 24 mois au Québec actuellement dans le regroupement familial. C'est parce qu'on n'applique pas l'accord tel qu'il est écrit. On utilise ces cibles comme des quotas, mais c'est pas ce que prévoit l'accord. Merci beaucoup. Alors, cette autre partie d'échange vient de se terminer. Je me retourne du côté du deuxième groupe d'opposition pour les 3 minutes et 18 secondes qui restent. Le temps est à vous. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. J'ai vraiment pas beaucoup de temps. Vous disiez 24-25 mois, c'est super intéressant, mais le devoir révélait 36 000 demandes en attente pour un quota annuel de 10 000. Donc, si l'IRCC annonce de 24 mois, dans les faits, c'est plutôt un 36-37 mois et ça va augmenter au fur et à mesure que le nombre de demandes augmente. Et donc, moi, je me pose une question à savoir, est-ce que le Québec s'expose à des poursuites judiciaires quand il y a des programmes d'immigration qui ont des délais qui vont de 10 à 25 ans dans certaines catégories? Est-ce qu'il n'y a pas là des délais excessifs? Et est-ce qu'il n'y a pas ouverture à la contestation? C'est une question intéressante. En fait, pour le moment, ce qu'on voit, ce qu'on demande au gouvernement du Québec, c'est de ne pas faire de quotas, c'est-à-dire de continuer à admettre les dossiers quand ils sont reçus dans les compétences fédérales. Si on regarde maintenant au niveau des contestations judiciaires, ce n'est pas sur la planche en ce moment. Ce n'est pas ce qui a été discuté. Évidemment, les personnes qui sont en attente ont le droit de faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Et donc, ça va être à suivre de savoir qu'est-ce que ces personnes vont vouloir faire pour défendre leurs droits ou contester les délais qu'elles peuvent considérer déraisonnables. Maintenant, on peut regarder quand une personne parraine, si on parle de regroupement familial, il faut vraiment considérer que ça peut être vu comme un problème, le fait que les Québécois attendent plus longtemps d'être réunis avec les membres de leur famille par rapport aux Canadiens hors Québec. Et donc, cette distinction-là est certainement problématique dans la population. Et sur le site d'Immigration Canada, c'est clairement établi les chiffres, donc les délais qu'on vit au Québec sont beaucoup plus longs que dans le reste du Canada. Alors, on entend de nos clients du mécontentement, de la grogne. Et ici, on parle de Québécois et Québécoises, souvent qui
parrainent leurs conjoints et conjointes, parce que c'est la grande majorité des parrainages qu'on a au Québec. Dans la planification, il y a un engagement où il y a une volonté de 12 mois de traitement pour les programmes économiques, ou en fait pour le programme des travailleurs qualifiés. Par contre, là, on comprend qu'on pourrait monter jusqu'à 25 ans dans d'autres catégories. Est-ce que la loi protège contre un traitement discriminatoire par catégorie? Est-ce que tous ne sont pas supposés être égaux dans leur catégorie d'immigration et devraient être traités équitablement? Encore une fois, c'est une question qu'on n'a pas étudiée comme telle, puis on n'a pas eu le mandat non plus de le faire pour le moment dans l'association. Ce que je dirais, c'est que l'Acadie saluerait que les demandes de regroupement familial et les demandes de réfugiés, toutes les demandes soient étudiées dans un délai raisonnable. Bien sûr, parce que les délais ont un impact considérable sur les personnes qui sont en attente de résidence permanente et surtout celles qui attendent d'être réunies avec leur famille à l'étranger. Donc, il n'y a pas de contestation comme telle pour le moment sur la planche, mais c'est sûr que c'est une préoccupation quotidienne de la part de nos clients. Et finalement, j'imagine qu'il y a des leviers juridiques qui existent pour mettre en accord ou en exécution l'accord. Si elle n'est pas respectée, vous pourriez prendre une action en cours? Bien, en fait, nous, ce qu'on propose au gouvernement du Québec, c'est de respecter son cadre législatif. Et c'est le cadre législatif qu'on a sur la planche en ce moment. Merci beaucoup, c'est terminé. En fait, c'est presque terminé parce qu'il nous reste un dernier temps de parole au député de Matane-Matapédia pour une période de 3 minutes 18 secondes. Le temps est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Vous suggérez que les seuils d'immigration ne devraient pas faire l'objet de débats politiques. Alors, si ce n'est pas les parlementaires, une tribune comme celle-ci, où devraient se faire ces échanges? C'est une bonne question. L'immigration est une question sérieuse. En fait, c'est vraiment un débat d'experts qui doit considérer à la fois la démographie, où on veut être dans 10 ans. Ça ne peut pas être des cibles ou des seuils ou des chiffres qui sont établis d'année en année, parce qu'on le sait, pour avoir une capacité d'accueil dont on parle tellement, il faut prévoir à l'avance. Il faut prévoir les infrastructures, il faut prévoir les écoles, il faut prévoir. Donc, quand on regarde vraiment, si on réunit des experts, et c'est ce que vous faites là, depuis plusieurs jours, c'est là où les cibles peuvent être établies, ou toujours dans l'accord, dans le respect de l'accord Canada-Québec. D'accord. Donc, pour nous, c'est vraiment une question d'experts et ça doit aller au-delà de la politique, au-delà de la partisanerie, pour vraiment bâtir une société qui respecte les droits des immigrants et aussi de la société qui est le consensus de la société. Je vous suggère néanmoins que nous avons les mêmes préoccupations humanitaires que vous. Pas en bas, pas en haut, autant. Et que les parlementaires sont totalement habilités à discuter de ces enjeux-là. Je trouve ça important. Et si on devait s'en remettre à des gens qui sont neutres, à des gens qui étudient ces questions-là de façon sérieuse, comme vous le dites, je vous suggère que le commissaire à la langue française est passé au même endroit que vous il n'y a pas tellement longtemps. Il nous a indiqué que dans les conditions actuelles, si le français est une valeur importante, et ce l'est certainement pour nous au Parti québécois, on ne devrait pas augmenter les seuils. Parce qu'on irait à contre-courant de l'objectif que semble poursuivre le gouvernement de la CAQ, à savoir que l'immigration et le français, ça doit aller de pair. Alors, est-ce que vous avez pris connaissance des propos du commissaire de la langue française? Est-ce que c'est un enjeu qui est important pour vous, le maintien du fait français? Oui. On a pris connaissance des propos. Oui, c'est un enjeu qui est important. Il faut quand même, on va le rappeler, la francisation et l'intégration, ça se fait sur des années. Il faut donner la chance aux gens aussi de se franciser. Le discours qu'on attend, et tous nos membres, tous les avocats avec qui j'ai parlé, les clients, les gens veulent se franciser. Ils veulent avoir les outils pour se franciser. Je n'ai pas rencontré une personne qui me disait « je ne souhaite pas apprendre la langue française ». Donc, à ce moment-là, il faut, je pense, avoir une vision à long terme et comprendre que même si on a des nouveaux arrivants qui, présentement, ne maîtrisent pas le français à un niveau peut-être convenable pour soutenir une conversation, c'est de leur donner les outils en place pour qu'ils l'apprennent, parce que c'est leur désir, et ils le savent, et je le redis, ils savent que c'est le sésame à l'intégration, ils sont au courant. Donc, vraiment, travailler dans ce sens-là pour franciser les immigrants. Et d'ailleurs, les statistiques montrent que de plus en plus, la population des nouveaux arrivants, on regarde les pourcentages, se francise. Ça ne veut pas dire qu'ils vont parler le français à la maison, dans l'intimité.
Exact. Ça ne veut pas dire aussi que leur langue maternelle va être le français, mais ils savent qu'ils doivent apprendre le français et que ça va se faire. Vous me rassurez, mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre toute leur vie à Montréal sans parler français. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député. Les gens de l'Acadie, non pas la circonscription, mais l'organisme, merci beaucoup d'être venus défendre votre mémoire ici. Alors, pour nous, les parlementaires, nous allons suspendre les travaux jusqu'à 19h15. Merci.